Alors, je suis Maître Garot, je suis avocat spécialiste en droit public à Nîmes et j'interviens aujourd'hui avec Arnaud Di Meglio qui me succédera pour une petite heure commune de manière à vous brosser d'une manière très générale le contexte et les enjeux de l'utilisation des outils numériques puisque c'est notre thématique. Nous n'avons pas la prétention de l'exhaustivité, bien entendu. Nous sommes là pour vous faire une sorte de description très transversale de l'ensemble des problématiques qui, pour nous, aujourd'hui, sont, dans le contexte actuel, des sources d'interrogation, des sources également de pratiques professionnelles, puisque nous avons ces problématiques qui se posent dans nos cabinets et que nous sommes en train de réfléchir à la manière de défendre nos clients sur ces questions-là et de voir comment la jurisprudence évolue. Alors, j'interviendrai, moi, d'une manière générale, sur des thématiques ciblées. Donc, les thématiques que nous avons choisies sont, pour ce qui me concerne, le droit à la déconnexion, le télétravail, la problématique des chartes informatiques, la géolocalisation et les pointos virtuels. Vous voyez que là, on a un inventaire un peu à la Prévert, mais ce sont finalement des points sensibles. Je commencerai par le droit à la déconnexion, sans manquer de vous indiquer que nous avons, dans l'ensemble de ces thématiques, pu constater un mouvement général en droit public. C'est une certaine pénétration du droit privé dans le droit de la fonction publique sur ces questions-là. Le droit privé par rapport au droit de la fonction publique est quand même précurseur sur ces questions-là, puisque c'est lui qui doit, avec le juge judiciaire, assurer la protection des libertés publiques. Et c'est pour cette raison-là qu'il est donc premier à monter au front sur ces problématiques. Madame la Présidente l'a bien soulevé tout à l'heure, effectivement, l'ensemble de ces évolutions numériques a un impact sur les libertés publiques, sur le droit à la vie privée, le droit au secret des correspondances, etc. Et c'est la raison pour laquelle c'est le droit privé, le juge judiciaire et le Code du travail qui sont en première ligne sur ces questions-là. Et qui influence, et nous le verrons, c'est assez général, et pour un publiciste, il faut le reconnaître, c'est une évolution qui n'est pas forcément banale, mais je suis sûr qu'elle sera amenée à être matinée par les interprétations que le Conseil d'État pourra faire de divers points que peuvent soulever ces questions de droit privé. Donc nous aurons tout au long de ma présentation un aller-retour entre le Code du travail, le droit privé et notre droit de la fonction publique. Bon, pour ce qui concerne le premier thème, qui est le droit à la déconnexion, et je commence, comme vous l'aurez compris, par appuyer mon propos, le droit à la déconnexion, c'est un droit qui, pour le moment, n'est reconnu que pour les salariés soumis au Code du travail, puisqu'il a été appréhendé pour le moment que par le Code du travail. Et pourtant, ce droit à la déconnexion, ça répond à une problématique qui est générale. J'ai sorti quelques chiffres de la CASDEN. 78% des cadres consultent leur communication professionnelle pendant les week-ends et les vacances, les cadres privés. Là, mais je pense que c'est identique pour ce qui concerne le droit public. Mais les chiffres que j'ai concernent les salariés. La création d'un droit à la déconnexion, c'est un moyen pour le droit et pour le législateur de donner la possibilité aux salariés, pour le moment aux salariés et je pense dans le futur à l'agent de droit public, de ne pas être joignable en permanence pour des motifs liés à son travail. C'est également là la confrontation entre l'obligation professionnelle de servir et la nécessité de préserver la vie privée et personnelle de chacun. Donc l'idée, c'est effectivement de permettre de donner à l'agent ou au salarié une bulle de protection dans laquelle il aura la possibilité et le droit reconnu et opposable de ne pas être joignable dans le cadre professionnel, de couper Internet et son téléphone professionnel. Donc, dans le secteur privé, ça a été reconnu, ce droit-là est un droit positif qui est opposable, qui est reconnu depuis la loi numéro 2016-1088 du 8 août 2016.
Cette loi donc, relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels a intégré au sein du Code du travail un article 2242-8-7, article 2242-8-7 qui vient de définir, le droit à la déconnexion pour les salariés. Donc je vous l'ai mis sur ma fiche. Il prévoit, en vue d'assurer le respect des temps de repos et de congés ainsi que la vie personnelle et familiale, une possibilité pour le salarié de se déconnecter de ses outils de communication professionnelle. La difficulté, c'est que l'on est face à un droit qui relève du droit mou, dans le sens où c'est avant tout un objectif, mais le Code du travail ne prévoit pas à ce jour de sanctions. Et toute la difficulté va être finalement de l'opposer quand l'on est salarié et de l'imposer à son chef et également donc à son entreprise. Donc le problème effectivement c'est que il repose sur une négociation préalable. La mise en œuvre de ce droit à la déconnexion repose sur une obligation de conclure un accord, mais le Code du travail ne fixe aucun délai et ne prévoit aucune sanction en cas de non-respect de la mise en place d'un accord sur ces questions-là. Alors, les salariés de droit privé, qui ne seront sans doute pas démunis, puisque eux peuvent avoir la possibilité d'informer l'inspection du travail compétente, de demander d'intervenir afin de procéder à une mise en demeure pour respecter les durées maximales de travail et le temps de repos sur ce fondement-là. Ce fondement-là juridique existe. C'est sa mise en œuvre qui va découler d'une négociation et d'un accord qu'il conviendra de mettre en œuvre pour les entreprises. Et à terme, ces problématiques-là, sans doute, rejailliront sur le droit de la fonction publique. Je ne veux pas anticiper, mais il y a de fortes chances que pour les administrations, le Conseil d'État, dans le cadre d'une jurisprudence, ou le législateur qui serait amené à appréhender ces problématiques, vienne trouver une solution qui sera sans doute proche de celle du droit privé, puisque dans les autres thématiques que je vais développer, c'est souvent ce qui a été le cas. C'est pour ça que c'est intéressant de se pencher sur ce que nous dit le Code du travail, sur ces questions-là, et de ne pas négliger finalement ces problématiques. Un autre chiffre issu de la CASDEN, 80% des salariés pensent que la possibilité d'un accès permanent et simplifié aux outils de communication professionnelle est pour eux source de stress supplémentaire et est vécu de manière anxiogène. 29% pointe aussi des dommages collatéraux évoquant une source d'agacement pour les proches. Ceci, c'est quelque chose qui est transversal et qui ne concerne pas uniquement les salariés et qui concerne l'ensemble des agents publics donc, qui sont soumis à ces pressions également. Donc, un droit à la déconnexion non encore reconnu en droit public, mais une évolution sensible qui amènera tôt ou tard et sans doute très rapidement à ce qu'il soit également appréhendé par le droit de la fonction publique, assez rapidement. Deuxième thématique, et afin de respecter mon temps de parole, je vais intervenir sur le télétravail. Alors là, par contre, c'est une problématique, une thématique qui est totalement actuelle et positive, dans le sens où on a la loi Sauvadet, là c'est la loi Sauvadet qui est connue sans doute pour autre chose, mais qui est également intervenue à ce titre-là, qui est venue instaurer, autoriser désormais le recours au télétravail par son article 133 donc de la loi 2012-347 du 12 mars 2012. Donc sur cette problématique-là, on a une nouvelle fois un constat simple, c'est que c'est le droit privé, le droit du travail qui a été précurseur. L'accord national interprofessionnel signé le 19 juillet 2005, puis la loi donc, du 22 mars 2012 relative à la simplification du droit et à l'allègement des démarches administratives, qui a introduit un article L1222-9 à 11, les articles L1222-9 à 11 dans le Code du travail. Je vais bien sûr me centrer sur ce que nous dit la loi Sauvadet pour les fonctionnaires. Et la loi Sauvadet pour les fonctionnaires, bien entendu, elle renvoie
aux dispositions du Code du travail. Je suis contraint de le constater. L'article 133 dit que les fonctionnaires relevant de la loi de 83, portant droits et obligations fonctionnaires, donc le titre 1 du statut, peuvent exercer leurs fonctions dans le cadre du télétravail tel qu'il est défini au premier alinéa de l'article L 1222-9 du Code du travail. Toutefois, bien entendu, pour ce qui concerne les agents publics, il y a un cadre particulier qui a été mis en œuvre pour ce qui concerne donc la mise en place de ce télétravail. Ce cadre réglementaire a été fixé par décret, le décret 2016-151 du 11 février 2016. Alors quel est l'intérêt de ce télétravail? Et la définition qui en est donnée par le Code du travail, qui s'applique en droit public, donc, le télétravail désigne toute forme d'organisation du travail dans laquelle un travail qui aurait également pu être exécuté dans les locaux de l'employeur est effectué par un salarié hors de ses locaux de façon volontaire en utilisant les technologies de l'information et de la communication. Le télétravail donc est défini légalement, ce n'est pas tout acte de travail qui serait accompli chez soi. Le télétravail, c'est le fait pour un agent de travailler en dehors des locaux de son employeur, mais pas uniquement. Il faut qu'il s'agisse d'une pratique régulière, nécessitant l'usage des technologies et de l'information et de la communication. Le télétravail n'est jamais imposé, il est toujours réversible, mais il est soumis, bien entendu, à autorisation. C'est un mode d'organisation du travail dont l'objectif est de mieux articuler vie personnelle et vie professionnelle. En ce qui concerne donc les questions pratiques, ce télétravail, il permet aux agents d'adapter plus facilement sur toute la journée ses horaires de travail à ses éventuelles contraintes personnelles, en utilisant des créneaux horaires habituellement occupés par les transports, les trajets, tout en respectant les plages horaires durant lesquelles il est à la disposition de son employeur. Alors, ça a des incidences pratiques intéressantes, puisque ça permet d'adapter les modalités d'organisation de travail dans certaines situations spécifiques. On pense à des grossesses difficiles qui ne permettent pas peut-être de faire des trajets comme précédemment. Une reprise d'activité après un traitement médical lourd. Ce sont des cas spécifiques qui sont tout à fait adaptés à une mise en place d'un télétravail, sachant qu'effectivement, quoi qu'il arrive, le télétravail, ce sera une mesure temporaire. Ce n'est pas quelque chose qui peut être décidé à titre définitif. En ce qui concerne justement ces modalités, le décret 2016-151 du 11 février 2016 les prévoit. J'ai dû remonter, excusez-moi. Non, hop, voilà. Donc, il les prévoit et il vient définir déjà une durée plafonnée de télétravail, à savoir que l'article 3 plafonne la quotité de travail ouverte au télétravail à 3 jours par semaine. Il y a une exception, comme en droit à chaque fois. Cette durée peut être augmentée à 5 jours par semaine, mais pour 6 mois maximum. Cette dérogation est ouverte suite à un congé pour raison de santé ou à un temps partiel thérapeutique, du moment que le médecin de prévention ou le médecin du travail, amené à recevoir l'agent à son retour de congé, le propose et qu'il est accepté. Donc, on a quelque chose qui, bien entendu, est temporaire, qui maintient le lien avec l'administration et l'obligation de se déplacer dans les locaux de l'employeur au moins 2 fois par semaine pour ce qui s'agit de la norme. Ce télétravail est désormais applicable aux 3 fonctions publiques et aux agents contractuels soumis à la loi de 83. Pour les agents non titulaires de droit privé, vous aurez compris que, puisqu'il y en a les agents salariés dans le cadre de nos établissements publics et de nos collectivités, ceux-ci sont soumis également aux dispositions du Code du travail qui ouvre ce droit également. Donc, d'une manière générale, le télétravail peut être mis en place pour l'ensemble des agents, des collectivités, des établissements publics. En ce qui concerne les modalités, l'article 5 du décret du 11 février 2016 prévoit donc qu'il ne soit accordé que sur demande écrite de l'agent. Cette demande doit préciser les modalités d'organisation souhaitées, notamment les jours de la semaine travaillés sous cette forme, ainsi que le lieu ou les lieux d'exercice. Parce que le texte prévoit que le télétravail puisse être fait même en dehors de la maison, hein, dans des centres dédiés. Alors, en
en province, je pense qu'on ne voit pas trop l'utilité de cette modalité, mais je pense que en région parisienne notamment, il peut y avoir des pôles de télétravail qui peuvent réduire les temps de trajet. Je vous avouerai que ça reste assez nébuleux pour moi, mais effectivement, il y a cette capacité qui est offerte. Je pense que ce ne sera pas celle qui sera en priorité accordée et demandée. En ce qui concerne donc les modalités d'organisation, le chef de service de l'autorité territoriale ou l'autorité investie de pouvoir de nomination donc apprécie la compatibilité de la demande avec la nature des activités exercées, l'intérêt du service qui reste bien entendu premier, et lorsque le télétravail est organisé à domicile, la conformité des installations aux spécifications techniques précisées par l'employeur, c'est-à-dire que non seulement l'agent doit avoir une autorisation, mais qu'il doit bénéficier du matériel informatique qui lui permettra d'exercer et de la connexion qui lui permettront d'exercer à son domicile. Cette autorisation, elle est accordée pour une durée maximum d'1 an. Elle peut être renouvelée par décision express et en cas de changement de fonction, l'agent intéressé doit présenter une nouvelle demande pour obtenir une nouvelle autorisation. Le décret prévoit une période d'adaptation qui donc peut être ramené à 1 mois et dans lequel l'agent sera dans une situation un peu probatoire si vous le souhaitez, mais bénéficiera aussi d'une garantie lui permettant de ne pas avoir remis en cause son droit à télétravail, enfin son autorisation de télétravail de manière immédiate. Parce que en dehors de cette période d'adaptation, il y aura possibilité pour l'employeur à tout moment de revenir sur cette modalité d'organisation. Donc, le télétravail ne constitue pas un droit qui constitue une modalité d'organisation, une modalité d'exercice de son service, mais bien entendu qui peut être modifiée en fonction des besoins du service et de la façon dont ça se passe. Mais l'intérêt, et je pense que c'est quand même quelque chose qui présente un intérêt majeur compte tenu de l'absentéisme et des difficultés que peuvent rencontrer les collectivités dans la gestion des ressources humaines, ou pour des cas très spécifiques, mais finalement assez courants, de reprise d'activité après une longue maladie ou de nécessité d'adaptation. C'est une modalité qu'il ne faut pas négliger, qui permet d'améliorer le présentéisme, qui permet de respecter également la conciliation entre la nécessité d'assurer ses tâches et ses missions et l'intérêt de finalement préserver un espace dédié à la vie privée et familiale tout en respectant ses obligations de service. Voilà pour ce qui est du télétravail. Alors, en ce qui concerne ma troisième problématique sur la charte informatique, Madame le Président l'a rappelé tout à l'heure, le développement de nouvelles technologies de communication, les personnes publiques, donc avec ce développement, sont exposées à des attaques extérieures et notamment donc de hacking ou de toutes sortes, et surtout sont exposés à une difficulté qui relève des ressources humaines, c'est-à-dire l'usage de ces moyens informatiques et technologiques par les agents, et quelles limites à y apporter pour préserver tant la sécurité informatique de l'établissement et de la collectivité que la nécessité de contrôler les activités que l'agent va pouvoir être amené à faire avec son outil informatique. Donc, dans cette optique protectionniste, les agents peuvent être incités à mettre en place une charte informatique. Alors, une nouvelle fois, il n'y a pour le moment aucun cadre juridique, mais en pratique, cette charte informatique en droit pour les administrations, c'est quelque chose que l'on voit de plus en plus être mise en œuvre sur le modèle de la concertation, et on est là une nouvelle fois. Vous savez, d'une manière générale, et ça on l'apprend dès la première année de droit, le droit a toujours un temps de latence, c'est-à-dire qu'il est là pour adopter, régir une situation de fait qui est préexistante et qui est liée à une évolution sociétale ou technologique en l'occurrence. Donc souvent la pratique prend le pas et prend les devants. Et c'est ensuite que le droit vient finalement régir tout cela et poser des règles. Donc pour ce qui concerne cette charte informatique, c'est un fait que l'on constate, c'est la volonté des employeurs publics d'essayer de contrôler les agents dans la pratique qu'ils ont de leurs moyens informatiques et des communications électroniques.
Donc, il faut être assez méfiant parce que ce contrôle peut s'avérer parfois en contradiction avec les règles relatives au respect de la vie privée, on le disait tout à l'heure, protection des données personnelles, notamment issues de la loi du 6 janvier 1978, informatique et liberté, des règles de droit public, voire parfois du droit du travail quand l'agent est un salarié. Ainsi, dans la mise en place de cet outil, la collectivité doit respecter un certain nombre d'obligations légales en matière de données nominatives. Par exemple, il faudra un acte réglementaire pris après avis motivé de la Commission nationale informatique et liberté, la CNIL, pour les traitements informatisés des données personnelles, la confidentialité, la sécurité de tels traitements, les droits accordés aux personnes concernées par le traitement. Maître Arnaud Di Meglio, tout à l'heure, viendra intervenir de manière plus pointue sur toutes ces questions, de ces problématiques-là, notamment en matière de e-réputation et d'atteinte donc au droit à l'image. J'irai très rapidement sur ces questions-là. Donc en cas de manquement, donc, le responsable par contre du traitement des données s'expose à des sanctions pénales, il faut le savoir. Et notamment les articles 226.16 à 226.24 du Code pénal qui répriment notamment le non-respect de ces autorisations réglementaires et le non-respect et les atteintes évidemment au droit à la vie privée et à la protection des données nominatives. Il en va de même pour les données personnelles diffusées par intranet. La charte informatique présente non seulement l'intérêt de régir les règles qui devront s'appliquer aux agents pour l'usage d'Internet, mais devront également préciser, par une sorte de parallélisme des formes et de contradictoire, les règles que l'administration s'impose à elle-même pour ne pas violer la vie privée des agents. Donc il y a un subtil équilibre qui devra être instauré dans cette charte, qui nécessite effectivement une première phase de médiation, de concertation, pour définir ces règles de vie commune sur Internet et vis-à-vis des moyens de communication. Ainsi, le contrôle exercé par l'employeur est conditionnel. Il ne peut porter atteinte à la vie privée et à l'image des agents, vous l'avez vu. Il doit faire l'objet d'une information préalable des agents, et ça c'est quelque chose qui est reconnu même par le juge administratif. Là on est dans l'application directe de la loi du 6 janvier 1978. Tout traitement automatisé d'informations nominatives opéré pour le compte d'une collectivité territoriale doit faire l'objet, s'il n'a pas été autorisé par la loi, d'un acte réglementaire pris après avis motivé de la CNIL. Et il y a une information obligatoire également de prévenir les agents de l'utilisation de ces données. Donc la rédaction d'une charte d'utilisation des moyens informatiques et des réseaux au sein de la collectivité peut s'avérer décisive pour établir les règles de droit et d'usage de l'éthologie de manière plus générale de sécurité relative à l'utilisation des ressources, mais, comme vous l'avez compris, en l'absence de dispositions législatives ou réglementaires qui viennent encadrer en droit de la fonction publique spécifiquement la mise en œuvre d'une telle charte, il conviendra d'être vigilant dans sa rédaction de manière à respecter les grands principes qui, eux, sont généraux et transversaux, que je viens de rappeler, établis par la loi informatique et liberté, de protection des données nominatives, de protection de la vie privée, de protection des correspondances. J'en viens à mon avant-dernière thématique, ma quatrième thématique, concernant la géolocalisation. Vous voyez que là, on vient sur quelque chose de plus précis, mais qui concerne des problématiques que l'on commence à rencontrer, à savoir que l'ensemble des véhicules de service, à terme, vont notamment vont être équipés de systèmes GPS qui permettent une géolocalisation. On voit ça en droit privé. Il y a une certaine tentation de se dire, tiens, finalement, j'ai un outil de contrôle de mon salarié, de la façon dont il se déplace, de l'endroit où il est. Et une nouvelle fois, cette tentation peut entraîner des passages à l'acte. Et cette question-là n'est pas étrangère au droit public, puisque j'ai une décision assez récente du Conseil d'État, un arrêt donc, du 15 décembre 2017, qui vient effectivement appréhender cette problématique et qui concernait les salariés de droit privé d'une collectivité, mais qui, à mon avis, dont la solution sera tout à fait transposable aux agents de droit public par la haute juridiction. Donc, une nouvelle fois, l'idée, c'était de savoir dans quelle mesure on pouvait utiliser les outils de géolocalisation, d'un système de géolocalisation,
pour contrôler la durée de travail des salariés. C'est tentant. Le Conseil d'État vient indiquer qu'il résulte de l'article 6 de la loi du 6 janvier 1978 et de l'article 1121-1 du Code du travail, c'était des salariés qui étaient concernés, mais l'article 6 de la loi de 1978 s'applique aussi aux agents publics, que l'utilisation par un employeur d'un système de géolocalisation pour assurer le contrôle de la durée du travail de ses salariés n'est licite que lorsque ce contrôle ne peut pas être fait par un autre moyen, fût-il moins efficace que la géolocalisation. C'est assez alambiqué, mais on voit que le Conseil d'État a la volonté de restreindre l'usage, évidemment, de cette géolocalisation qui finalement ne peut être qu'un subsidiaire. Elle ne peut intervenir que s'il n'y a pas de moyens plus efficaces. Le Conseil d'État ne cite pas ce que cela peut être, bien entendu, mais on sent dans la façon dont c'est rédigé qu'il aura une appréciation tout à fait rigide et restrictive de cette notion. Donc, s'il n'existe pas d'autres moyens fut-il moins efficaces que la géolocalisation pour contrôler ces questions de durée du travail. En dehors de cette hypothèse, nous dit le Conseil d'État, la collecte et le traitement de telles données à des fins de contrôle du temps de travail doivent être regardés comme excessifs au sens du troisième élément de l'article 6 de la loi du 6 janvier 1978. Alors, je vois une certaine déception poindre dans vos yeux, parce qu'il n'y a pas uniquement que la question de la durée du temps du travail. Moi, qui me souviens assez bien de mes cours de droit administratif général à la faculté, et notamment de toute la problématique des détournements de trajet par le véhicule de service, qui est un cas classique, un exemple classique donné aux étudiants pour ce qui concerne la distinction entre faute personnelle et faute de service, je me dis que finalement l'application des géolocalisations pourrait effectivement, un de ces quatre, servir à pointer du doigt un agent qui se serait écarté du droit chemin pour aller acheter des croissants ou pour vaquer à toute autre activité personnelle sur son temps de travail. Je n'ai malheureusement pas de réponse à vous donner. C'est une nouvelle fois en application des grands principes et qu'il faudra apprécier la possibilité ou non pour une administration de se servir de ces données-là. Mais je ne doute pas qu'un de mes confrères, même sans aller chercher si loin, peut-être moi-même, seront un jour amenés à se poser la question. Voilà. Je ne peux pas vous donner de réponse, mais ça vous démontre qu'on est dans un champ tout à fait ouvert et qui reste encore contraint par l'absence de réponse jurisprudentielle ou législative, puisque c'est un droit nouveau et qui conquiert son terrain au fur et à mesure des évolutions sociétales et technologiques. J'en terminerai, et je serai presque à l'heure, sur la question de la pointeuse virtuelle, qui est un autre exemple de ce que les évolutions technologiques peuvent apporter aux collectivités. Ce système de badges virtuels pourrait être une solution intéressante, économique, qui permettrait de contrôler la durée du temps de travail si elle était instaurée dans une collectivité. Il suffirait alors pour les employés arrivant à leur poste de travail de pointer leur heure d'arrivée en quelques clics simplement et en se connectant à l'intranet de la collectivité. Ce serait idéal dans le meilleur des mondes, mais bien entendu vous aurez compris que ça va générer des questionnements et des problématiques qui ne sont pas totalement appréhendées. Mais en tout état de cause, une nouvelle fois, le respect de la vie privée, le respect donc également de la personne de l'agent, fait que cette décision, et de ces données nominatives surtout, fait que cette décision d'instaurer un tel système de contrôle de présence va être soumis à un cadre juridique qui n'est pas encore totalement défini. Ce que l'on sait, et j'ai pris pour en finir sur cette question-là, deux petits exemples, enfin un seul exemple d'ailleurs, mais qui relève de deux séries de décisions de la Cour administrative d'appel de Versailles, qui concernent la commune de Garges-les-Gonesse. C'est intéressant parce que ça vous démontrera qu'on est sur un droit mouvant, non encore fixé, et qui est soumis à un gros aléa juridique, ce qui va poser sans doute des problèmes pour les services de ressources humaines des collectivités. À 4 ans d'intervalle,
Donc la Cour administrative d'appel de Versailles a été amenée à se prononcer sur un dossier qui concernait plusieurs agents de la commune de Garges-les-Gonesse et a donné deux solutions de droit totalement opposées. À savoir que la commune de Garges-les-Gonesse avait en 2014, ou peut-être même un peu plus tôt, décidé d'instaurer une pointeuse biométrique au sein de ses services pour les agents, à savoir que non seulement vous pointiez, mais vous aviez votre empreinte palmaire qui était prise au moment de l'opération. Voilà. Donc ça ne manquait pas de poser certaines problématiques en relation notamment avec la loi informatique et liberté. Un agent qui avait refusé de se soumettre à ce système et qui, bien sûr, était pour sanctionner disciplinairement, à ce titre-là, avait entendu porter le contentieux devant la juridiction administrative et la Cour de Versailles, Cour administrative des appels de Versailles, était alors saisie. Et la question, l'une des questions, parce qu'il développait plusieurs moyens, on fait preuve d'une grande originalité, quand on est face à ces problématiques nouvelles, ça permet d'ouvrir le champ des possibles, de ne pas avoir tout balayé, de tout tenter. Donc pour ce qui concerne cette problématique-là, avait indiqué que la commune de Garges-les-Gonesse, en contradiction avec la loi de 78, n'avait pas réglementé et demandé préalablement l'autorisation de la Commission nationale informatique et liberté, de la CNIL, pour mettre en place ce système de pointeuse biométrique. La Cour de Versailles, le 19 juin 2014, requête 13 VE 01193, nous dit, considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier, que l'information, il y avait aussi cette problématique-là, que l'information individuelle exigée par la disposition précitée de la loi de 78 ait été délivrée individuellement aux agents de la commune, qu'en effet, par deux courriers du 21 mars et du 31 août 2011, la CNIL donc, a rappelé la commune a ses obligations sur ce point, que si par un autre courrier en date du 27 février 2012, la CNIL a informé les agents de la commune que la commune s'était engagée à délivrer cette information, ce courrier est postérieur aux décisions attaquées, que des attestations sur l'honneur établi postérieurement à ce courrier par certains agents de la commune indiquent par ailleurs que cet engagement n'a pas été suivi des faits. Donc là, ce que pointe du doigt la Cour de Versailles, c'est que la collectivité n'a pas informé les agents des droits qu'ils tiennent de la loi informatique et liberté en matière de protection des données nominatives. Que si la méconnaissance d'une telle obligation à la charge de la commune est sans incidence sur la légalité de la décision du maire d'instaurer le contrôle biométrique des temps de présence, dans la mesure où une telle formalité doit être accomplie avant la mise en œuvre de l'arrêté décidant de l'organisation de ce système de contrôle et non nécessairement avant son édiction, sa méconnaissance doit en revanche être regardée comme ayant eu pour effet de rendre une telle décision inopposable aux agents de la commune. Cela signifie tout simplement que si vous n'avez pas informé les agents de ce que vous mettiez en place, un système de contrôle biométrique et des droits qu'ils tiennent de la loi informatique et liberté, vous ne pouvez pas les sanctionner disciplinairement s'ils n'ont pas respecté leur horaire de travail au regard de la pointeuse biométrique en question. Ça, c'était en 2014. Alors, ce qui est surprenant, c'est que sans qu'aucune décision du Conseil d'État n'intervienne entre-temps, j'ai vérifié, la même Cour de Versailles, saisie par d'autres agents de la même commune, est venue juger exactement le contraire. Quelques temps plus tard, à savoir en 2018, il y a en 2017, j'ai le numéro de l'arrêt, vous pourrez le retrouver. Donc, pour les mêmes choses, la même Cour dit, considérant que le requérant soutient qu'un tel système de contrôle par biométrie ne pouvait être mis en place sans information individuelle, c'est ce qui avait été jugé 4 ans plus tôt, préalable à une telle obligation ayant été rappelée à 2 reprises à la commune par courrier de la CNIL, toutefois, nous dit la Cour à ce moment-là, à supposer que le devoir d'information individuelle n'ait pas été respecté par la commune de Garges-les-Gonesse, il résulte de ce qui vient d'être dit qu'un tel manquement aux obligations de la loi de 78 ne peut avoir à lui seul pour effet de rendre la décision administrative instaurant ce traitement inopposable aux personnes concernées par le recueil des données personnelles. C'est exactement le contraire de ce qu'elle disait. Donc, en 2018, on dit que désormais, c'est opposable même si on n'a pas informé les agents préalablement. Je ne suis pas sûr qu'une telle décision tienne le choc si le Conseil d'État devait être saisi, puisque moi j'ai vu notamment en matière de vidéosurveillance une jurisprudence qui est peut-être un peu mieux établie et qui vient exiger cette information. Mais vous voyez toute la difficulté dans laquelle se retrouve le juriste.
pour finalement appréhender ce que sera le droit opposable. Est-ce que je peux poursuivre mon agent? Est-ce que je peux le sanctionner parce qu'il n'a pas pointé, même si j'ai omis à un moment donné de l'informer de ses droits selon la loi de 78? Si vous allez à Versailles en 2014, on vous dit non. Si vous allez à Versailles en 2018, on vous dit oui. Ça laisse supposer qu'il y aura un temps d'adaptation pour fixer tout cela et que nous n'avons pas fini d'avoir des surprises. J'en termine par cela et je laisse la parole à mon confrère Arnaud Di Meglio pour la suite. Parfait, merci beaucoup. Merci à Madame la Présidente, au CDG 30 de m'avoir invité pour cette intervention concernant donc, les enjeux et de l'utilisation des outils numériques. Donc, comme vous l'avez bien rappelé, ces outils numériques pénètrent complètement nos vies professionnelles comme personnelles d'ailleurs. Et donc, on se rend compte que cette pénétration a des conséquences également sur le plan juridique. Alors, on lit régulièrement dans la presse que les fonctionnaires ont mauvaise réputation et qu'ils souffrent en tout cas de cette politique générale. Et j'ai repris ici le texte de l'article que j'ai lu portant sur la réduction des effectifs, sur la suppression, la modification de leur statut. Donc il y a un courant général qu'on constate concernant l'atteinte à la réputation des fonctionnaires. En même temps, avec le développement de l'Internet, l'information s'est propagée, s'est multipliée. Elle devient accessible de n'importe où, avec une durée illimitée. Donc du papier à l'informatique, à l'Internet, on assiste à une véritable révolution de l'information. Ce qui a des avantages, ce qui présente des avantages non contestables avec la démultiplication de cette information, l'accès à l'information qui est extraordinaire, mais également la multiplication des risques. La multiplication des risques d'atteinte à la réputation, et vous voyez ici un chiffre, l'Observatoire national de la délinquance a constaté une augmentation de 79% d'outrage à des agents dépositaires de l'autorité entre 1996 et 2007. Donc on constate une multiplication des atteintes à la réputation de l'administration, de ses fonctionnaires, de ses agents. De son côté, comme l'a rappelé brillamment Maître Garot, le droit est toujours en retard par rapport aux faits. Et on le constate particulièrement dans cette matière. Alors, certes, le droit s'applique de manière générale aux nouvelles technologies, mais parfois il était un petit peu inadapté. C'est ce que je pense personnellement de la loi de 1881 relative à la liberté de la presse. Vous voyez un petit peu qu'on est encore avec des textes qui sont un peu longs, qui sont un peu anciens, puisque pour agir en matière de diffamation et d'injure, vous avez un délai de prescription de 3 mois. Donc vous pouvez être diffamé sur Internet, mais le découvrir après 3 mois, eh ben, vous serez prescrit, vous ne pourrez plus agir sur le terrain de la diffamation et de l'injure. Donc il faut voir un petit peu quel autre moyen on peut utiliser pour essayer de se protéger. Alors, avant de venir ici, j'ai fait une petite recherche sur Nîmes. Je ne connais pas bien. Bon, je suis quand même de Montpellier, donc c'est une petite plaisanterie. Mais je constate que la mairie de Nîmes est fichée. Et toutes les administrations maintenant sont fichées par Google. Donc vous voyez ici, à droite, mairie de Nîmes, avec une note. Donc maintenant, les administrations sont notées. Vous voyez ici une note de 3,5 sur 5, c'est quand même bien, c'est correct. Et la possibilité d'émettre des avis, puisque en cliquant sur avis, vous voyez que des citoyens rédigent des avis. Donc maintenant, les administrations sont notées. Et parfois, dans ces avis, on découvre tout simplement des diffamations, des outrages, qui concernent non seulement l'administration, mais également les agents, les fonctionnaires. Donc là, sur le premier avis, vous ne voyez pas très bien, mais une personne se plaint tout simplement du parking Jean Jaurès en disant qu'à cause de ce parking, il a eu un accident avec sa voiture, qu'il n'est pas aux normes et que finalement, il va déposer plainte. Donc on constate que
des GAFA, c'est-à-dire ces monstres de l'Internet, Google, Amazon, Facebook, Apple, créent des espaces, certes, qui nous permettent de s'exprimer, qui permettent de présenter, de donner de l'information, mais dans le même temps, de porter atteinte à la réputation des administrations et des agents. Je n'ai pas collé ce qu'il y avait de pire. En faisant quelques recherches, j'ai vu même des fonctionnaires nominativement visés. Donc vous voyez non seulement la mairie, le centre universitaire, bien sûr, j'ai pris à chaque fois les moins bonnes notes, mais vous avez aussi de bonnes notes. Hein. Des lycées, les lycées avec les élèves qui s'en donnent à cœur joie de ce nouvel espace, avec bien sûr des avis parfois assez violents. Donc comment essayer d'appréhender tout cela? Tout d'abord, on va voir que, évidemment, le principe, c'est la liberté d'expression. Mais que cette liberté n'est pas absolue et qu'on peut se protéger en invoquant les infractions de diffamation, d'injures, d'outrage à agent, également la vie privée, l'usurpation d'identité et la protection des données personnelles. Liberté d'expression, c'est simplement un petit rappel que cette liberté est visée dans la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, mais que déjà cet article prévoit que la liberté d'expression n'est pas absolue. Également dans l'article 10 de la Convention européenne des droits de l'homme, qui vous voyez ici avec le temps, le texte est allongé, on a un premier paragraphe qui prévoit le principe de la liberté d'expression, et ensuite toutes les limites, et notamment une de ces limites, c'est l'atteinte, vous voyez, je vous l'ai mis en gras, à la réputation. Ensuite, vous avez également un texte spécifique concernant les administrations et les fonctionnaires en particulier. L'article 6 de la loi Leport reconnaît la liberté d'opinion aux fonctionnaires, avec des limites qu'on verra tout à l'heure de devoir de réserve, de discrétion professionnelle et de secret professionnel. Première limite à la liberté d'expression, la diffamation. La diffamation est donc prévue par l'article 29 de la loi de 1881 relative à la liberté de la presse. Pour qu'il y ait diffamation, il faut qu'il y ait une atteinte à l'honneur et à la considération d'une personne, identifiée ou identifiable. La diffamation peut être faite aussi bien par voie d'affirmation que d'insinuation. Mais il faut qu'il y ait un fait. C'est ce qui différencie la diffamation de l'injure. Dans l'injure, vous n'avez pas de fait. Vous n'avez pas d'explication possible. Parce que dans la diffamation, il y a un fait, et la personne qui diffame peut exciper de sa bonne foi et même de la vérité de ce qu'elle allègue. Je pense, pour ma part, que cette loi est en particulier inadaptée parce qu'elle prévoit une procédure tout à fait particulière avec une prescription de 3 mois, donc je vous l'ai dit tout à l'heure, puisque ce délai de 3 mois court à compter de la publication. Donc si un avis est diffusé sur votre administration, vous n'avez que 3 mois pour agir à compter de sa publication. Au-delà, on est prescrit. Et puis, la loi de 1881, également pour protéger la liberté d'expression, prévoit de très nombreux moyens de nullité, qui fait qu'en pratique, 50% des procédures échouent. Alors, il existe des cas de diffamation très particuliers vous concernant. Dans l'article 30 de la loi de 1881, on trouve les diffamations envers les cours, les tribunaux, les armées de terre, de mer, les corps constitués et les administrations publiques, avec, à la clé, une amende de 45 000 € en cas de diffamation. Petite illustration, Claude Guéant attaque les fournisseurs d'accès lorsqu'il est en fonction au ministère de l'Intérieur pour défendre les policiers, puisque un site Cap Watch Nord publie des propos diffamatoires que vous voyez s'afficher à l'écran. Un laboratoire où CRS et PAF s'entraînent à chasser le migrant, à l'humilier, à le torturer psychologiquement. Calais possède sans doute la PAF la plus violente de France. Donc, vous voyez ici que l'administration, au travers de ce site, était atteinte, diffamée. C'est pour cela qu'il a agi devant le tribunal de grande instance, en référé, et qu'il a été ordonné la fermeture et le non-accès donc, à ces informations. Donc il y a des moyens quand même d'agir
et même rapidement en référé pour faire cesser ces infractions. La loi 1881 prévoit également la possibilité de diffamation à raison de leur fonction ou de leur qualité envers un fonctionnaire, un dépositaire ou agent de l'autorité publique, article 31, avec une amende de 45 000 € en cas de sanction. La diffamation contre ces mêmes personnes peut concerner également leur vie privée. C'est-à-dire que les fonctionnaires, les agents, peuvent être diffamés non seulement dans le cadre de leur activité, mais également dans le cadre de leur vie privée. Et dans ce cas-là, ça sera l'article 32 qui s'appliquera. Petite illustration avec une diffamation commise par une personne publique envers une personne publique. Vous voyez ici. Donc c'est une fonctionnaire de la police nationale qui avait été révoquée en raison de propos excessifs et diffamatoires à l'encontre de ses supérieurs hiérarchiques sur un blog. Donc, ce qui est intéressant ici, c'est de voir que cette fonctionnaire s'en prenait donc à ses supérieurs en disant que le chef de la police ne faisait pas son travail, etc. Donc, vous pourrez sans doute prendre le temps de lire tous ces propos et vous voyez bien qu'ici, ce sont des fonctionnaires qui sont visés et en l'espèce, les supérieurs hiérarchiques. La diffamation peut être également commise par une personne publique envers une personne privée. Dans cette affaire, il s'agissait du maire de la ville de Puteaux qui avait diffusé un article rédigé par son maire adjoint qui mettait en cause le responsable du blog monputeaux.com et lequel disait que le responsable du blog monputeaux.com avait pour fâcheuse habitude de photographier les enfants et de les approcher sans l'autorisation de leurs parents. Et donc, en gros, il insinuait qu'il était pédophile. Donc, on a reconnu qu'à ce moment-là, il y avait eu une imputation d'un fait précis qui porte atteinte à l'honneur et à la considération du responsable du blog. Donc, il faut faire également attention aux informations qui sont communiquées sur vos supports. Parce que non seulement vous pouvez être victime d'atteinte à la réputation, mais vous pouvez être auteur également d'infractions à la diffamation. Donc il faut bien contrôler cette information. En revanche, n'a pas été reconnu comme suffisamment diffamatoire les propos à l'encontre de Jean-François Lagarde. Si ma mémoire est bonne, oui, il s'agissait donc à ce moment-là simplement d'une critique du député maire de Drancy. Et donc, on a reconnu que ce n'était pas de la diffamation. Donc, à chaque fois, évidemment, il va y avoir une discussion pour savoir si on est dans la liberté d'expression ou dans la diffamation. Ensuite, il existe également la diffamation non publique. La diffamation peut être privée. Lorsque les allégations sont prononcées, par exemple, lors d'une réunion ou sur un réseau social comme Facebook avec une communauté d'intérêt, on va reconnaître à ce moment-là que la diffamation n'est pas publique, mais qu'elle est privée. Et là, l'infraction est moins grave. Une amende de 38 € est prévue. Il faut bien distinguer la diffamation de l'injure. L'injure, c'est toute expression outrageante, terme de mépris ou invective qui ne renferme l'imputation d'aucun fait. Il est possible de se défendre lorsqu'on est attaqué en injure en invoquant l'excuse de provocation. La procédure est la même que pour la diffamation et la sanction également de 12 000 €. Alors il peut y avoir une injure envers une administration ou un fonctionnaire dans l'exercice de ses fonctions, c'est l'article 33 alinéa 1, ou une injure envers un fonctionnaire dans le cadre de sa vie privée. Dans ce cas, c'est l'article 33 alinéa 2. L'injure peut être évidemment également commise envers un agent public. Là, vous avez une illustration dans l'affaire du maire de Montargis qui a révoqué cet agent qui avait publié un commentaire injurieux sur la page Facebook de l'entreprise dirigée par le premier adjoint. Donc, on a des exemples en jurisprudence de ce type d'injure. Également, dans l'affaire Claude Guéant, il y avait des injures
la personne, donc sur ce site, indiquait « Nous considérons ces institutions comme la fosse commune de l'humanité, le charnier de l'évolution, la mise à mort quotidienne de la déontologie et de l'éthique concernant les services de police. » L'injure est non publique. Alors ça, on l'a déjà vu. Voilà, donc nous avons vu la diffamation, l'injure. Existe également comme infraction l'outrage à agent. L'outrage à agent, lui, n'est pas prévu par la loi de 1881 et donc n'est pas soumis à la même procédure. C'est l'article 433-5 du Code pénal qui le définit comme le fait de proférer des paroles, des menaces, diffuser des écrits ou des images non rendus publics, donc ce n'est pas public, envers une personne chargée d'une mission de service public, dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de sa mission et de nature à porter atteinte à sa dignité ou au respect dû à la fonction dont elle est investie. Avec une infraction qui est plus élevée, une sanction qui est plus élevée, lorsque la personne est dépositaire de l'autorité publique. Petite illustration avec d'un outrage effectué sur Facebook, où une personne avait insulté, j'ai mis entre guillemets insulté des gendarmes, parce qu'on n'est pas dans l'infraction d'insulte, mais d'outrage, sur le réseau Facebook, quelques heures après avoir été contrôlé en état d'ébriété. Baise les képis, niquez vos mères, bande de fils de pute, etc. Sanction, avec une belle orthographe, vous voyez. 3 mois de prison ferme. Autre moyen également de se protéger, le respect à la vie privée. Chacun a droit au respect de sa vie privée. Le Code pénal prévoit également une infraction d'atteinte à la vie privée. La loi pour la République numérique a créé également une infraction de revenge porn. Mais cette vie privée est limitée chez les fonctionnaires et les agents par les obligations déontologiques qui leur incombent. Notamment donc, le respect du secret professionnel, le respect de l'obligation de réserve, de la discrétion professionnelle, de dignité, l'abstention de tout acte ou propos de nature à porter atteinte à l'image, à la réputation de l'administration. Alors, j'ai trouvé quelques exemples de fautes en dehors du service et donc de violation des obligations déontologiques des fonctionnaires. Par exemple, un fonctionnaire qui menace sa femme lors du mariage, lors d'un mariage, ou qui a un accident alors qu'il est en état d'ébriété, ou qui blesse son voisin, ou qui cohabite avec une prostituée, ou qui fait du sport alors qu'il est en congé maladie. Bon, voilà, donc quelques violations d'obligations déontologiques. Également, le fait de faire usage de hashish ou d'héroïne, ou de tourner dans un film X. Donc vous voyez, l'imagination est large et importante. Bon. Donc toutes ces personnes ont été sanctionnées pour violation de leur obligation déontologique. Et on trouve, pareil sur Internet, un agent avait divulgué sur son blog et 3 réseaux sociaux des éléments détaillés et précis sur les domaines d'activité de la police municipale dans lesquels il intervenait, en faisant en outre systématiquement usage de l'écusson de la police municipale. Donc, un policier qui fait usage de son écusson et qui va révéler l'organisation du service, des dispositifs de vidéosurveillance et de vidéoverbalisation, manque à une obligation de discrétion professionnelle, ce qui justifie son licenciement. En revanche, lorsque l'agent exerce son activité dans sa sphère purement privée, à ce moment-là, il ne viole pas les obligations déontologiques. Par exemple, un agent qui entretient une liaison avec l'épouse de l'un de ses collègues qui était parti assurer l'ordre public en Nouvelle-Calédonie. Donc là, on est purement dans la vie privée. Et également, un agent et un fonctionnaire qui appelle à voter pour un candidat aux élections municipales sur son profil Facebook. Là, également, un arrêt du tribunal administratif de Strasbourg en 2009 a reconnu que comme il n'y avait pas la mention de la qualité de fonctionnaire de cet agent, de ce fonctionnaire, et que cette personne était d'un rang modeste dans sa hiérarchie,
eh bien, on a reconnu la possibilité, il n'y avait pas de violation de l'obligation de réserve. Donc vous voyez qu'il faut à chaque fois, au cas par cas, examiner la situation pour voir si on est dans un cas de vie privée ou de faute déontologique. L'administration peut elle-même utiliser comme moyen de preuve le recours à des agences de détectives privés, faire des copies sur Internet et notamment sur les pages Facebook des agents, des fonctionnaires, mais en revanche ne peut pas utiliser la correspondance privée, ça relève du secret des correspondances. Autre infraction intéressante à présenter, l'usurpation d'identité. On ne peut pas usurper l'identité d'une personne en vue de troubler sa tranquillité ou porter atteinte à son honneur et à sa considération. Il s'agit d'une infraction, d'un délit. J'ai dû défendre, par exemple, une ancienne fonctionnaire à la retraite qui avait un conflit de voisinage avec une autre personne dans son immeuble, qui n'étaient pas d'accord sur un problème de copropriété. Le voisin a usurpé l'identité de ma cliente, a créé sur un site de rencontre un faux profil, a utilisé des photos à caractère pornographique, son nom, son numéro de téléphone, et le tout intitulé « Marie Coquine, appelez-moi, je vous attends ». Problème, évidemment, ça a intéressé beaucoup de monde. Et donc ma cliente a eu un choc psychologique majeur, étant à la retraite et étant pas très au fait de ce qui pouvait s'avérer sur Internet, donc a dû rapidement agir pour faire cesser cette infraction et demander réparation de son préjudice. Bien sûr, l'auteur de ces faits a été sanctionné pénalement, notamment pour usurpation d'identité et utilisation des données personnelles de ma cliente. C'est là où on peut également maintenant parler un petit peu de la protection des données personnelles, parce que non seulement on bénéficie d'une protection de sa vie privée, mais également de ses données personnelles. Par données personnelles, c'est très large. On entend toute information liée à une personne physique. Et par traitement, toute opération liée à cette donnée, donc diffusion, collecte, etc. Donc, il faut savoir que chacun a droit au respect de ses données personnelles. C'est un nouveau droit fondamental, pas si nouveau, parce que ça fait depuis quand même longtemps qu'il existe avec la loi de 78, mais avec aujourd'hui le RGPD, le règlement de 2016 qui a été mis en application le 25 mai 2018, bien sûr, il prend une nouvelle dimension encore plus fondamentale. La loi de 78 a dû être modifiée le 20 juin et on retrouve des infractions pénales concernant l'atteinte aux données personnelles dans le code pénal. Je ne vais pas rentrer dans les détails, je sais que vous avez un stand concernant le RGPD, je rappellerai simplement les quelques droits que vous pouvez utiliser pour vous défendre. Droit à l'information, toute personne dont les données sont traitées a droit d'être informée du traitement relatif à ces données. Droit d'accès à ces données, droit de rectification si elles sont incomplètes ou inexactes, droit à la limitation du traitement. Vous avez le droit de dire « je gèle, gelez, vous en tant que responsable du traitement, le traitement ». Droit de vous opposer à ce traitement, droit à l'effacement, droit à l'oubli. Avec, vous vous souvenez peut-être de l'affaire Costera, dans laquelle ce retraité avait demandé le déréférencement dans Google d'une information concernant une infraction qu'il avait commise par rapport à la sécurité sociale. Il avait obtenu le droit au déréférencement de Google. Donc c'est le droit à l'oubli avait été né par cette jurisprudence et le RGPD donc l'a repris avec le droit à l'effacement, le droit à l'oubli. Également le droit d'effectuer des recours contre la CNIL. Devant la CNIL, plainte à la CNIL, mais également contre la CNIL. Si la CNIL n'est pas d'accord avec vous, vous pouvez faire un recours devant le Conseil d'État. Vous pouvez également saisir les tribunaux judiciaires, civils, pénals ou administratifs. Le droit d'opposition n'est pas un droit théorique. J'ai eu plusieurs cas où j'ai dû l'invoquer, notamment récemment concernant une fiche Google My Business qu'on a vu tout à l'heure, ces fiches que Google crée. Et là, en particulier, il s'agissait d'une fiche concernant un professionnel de santé, donc une personne physique. On ne va pas pouvoir invoquer, évidemment, la loi de 78 contre une administration. L'administration, elle a des obligations. Elle doit respecter le RGPD et donc se mettre en conformité.
Mais en revanche, les personnes concernées, elles peuvent agir, notamment sur le fondement du droit d'opposition. Et donc, pour un dentiste qui faisait l'objet d'une fiche et d'avis très négatifs, on a dit, écoutez, c'est pas possible. On ne va pas laisser quand même n'importe qui traiter n'importe comment un professionnel de santé qui, par ailleurs, n'a pas le droit de faire de publicité. Or, ces fiches sont des prospectus qui permettent à Google de vous vendre des services de publicité. Et également, ce médecin était tenu au secret professionnel, donc il ne peut même pas répondre aux avis d'éventuels patients. Donc le tribunal m'a suivi et a rendu une ordonnance. Pour la première fois, Google a été condamné à supprimer une fiche. Alors on n'en est qu'au début, ça ne fait pas encore jurisprudence, c'est juste une ordonnance de référé. Donc le contentieux est en train, là encore, de se créer, de se développer. On verra bien quelle sera la solution finale. Mais ceci peut être grave puisque vous voyez, des infractions pénales également peuvent être invoquées lorsque les données sont utilisées à des fins de prospection commerciale, comme, de mon point de vue, évidemment Google ne dit pas la même chose, c'est le cas, les données sont utilisées pour moi à des fins de prospection commerciale. En conclusion, nous avons un droit qui s'applique, mais parfois qui est inadapté. Ce droit néanmoins permet de vous protéger. Le plus important, c'est de prendre conscience de tous ces problèmes, de ces dangers sur Internet, mais aussi des droits dont on dispose pour se protéger, protéger son administration, contre les personnes qui utilisent nos données, et notamment les GAFA. Et il est important de faire respecter ces droits, et même, quitte à faire valoir sa protection fonctionnelle, la protection fonctionnelle de l'administration, puisque l'administration peut vous aider. Mais c'est important de se défendre parce que les GAFA, notamment, eux, ne vont pas vous demander votre avis. Ils ne vous informent même pas de la création de fiches. Donc, en fait, ils nous défient. Et c'est important pour nous de relever ce défi et donc de combattre contre ces nouveaux usages de l'Internet. Merci.